Je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, plutôt longue vidéo, pour vous présenter un peu notre tour d'Australie en 4x4 et vraiment pour aider tous les backpackers français qui viennent en Australie, qui sont un peu perdus, etc. Même ceux qui ne sont pas perdus d'ailleurs. Donc je vais présenter un peu tout, notre parcours en Australie, donc avec ma copine Romane, où on est allé, ce qu'on a fait, les points positifs de notre tour d'Australie, les difficultés qu'on a rencontrées, les points négatifs et quelques conseils, voilà, donc je vais essayer de tout présenter, ce qui rapporte à faire le tour de l'Australie, donc en 4x4 ou avec une voiture ou un van, etc. L'achat du 4x4, les assurances, comment voyager, comment faire du 4x4, etc. Les modèles de 4x4, comment faire attention quand on achète sa voiture. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses sur cette vidéo. La plupart des choses sont basées sur notre expérience puisqu'on est là depuis 1 an et demi. On a fait tout le tour de l'Australie déjà, en allant dans les moindres coins, on a fait les 4 points cardinaux. Endroits isolés, pas isolés, voilà. Donc on va se baser sur notre expérience pour vous donner un maximum de conseils. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je disais, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans. Je suis arrivé en Australie en octobre 2017, donc avec ma copine Romane. Nous on est arrivé à Perth. C'est vrai que Perth c'est vraiment pas mal pour commencer, c'est bien pour acheter une voiture. On avait déjà pour but de faire le tour de l'Australie en 4x4. Du coup on est arrivé, au bout de 10 jours, on a acheté un 4x4 à un local. C'est vrai que c'est mieux d'acheter un local. Bon, c'est pas toujours vrai, je vous expliquerai après dans la vidéo, mais on va dire, de manière générale, c'est mieux d'acheter un local. Vous pouvez aussi très bien acheter à des backpackers sans avoir aucun problème. On a acheté un 4x4 donc à Perth, on l'a acheté vide. On a décidé de tout l'aménager nous-mêmes, d'acheter tous les équipements pour vraiment qu'il soit comme on veut. Parce qu'on savait qu'on allait le garder 2 ans. Après, on est parti dans la région de Margaret River au sud de Perth où on a travaillé pendant 1 mois et demi. Ça a vraiment été bien parce qu'on a pu aménager le 4x4 petit à petit, calmement, le soir après le travail. C'est vrai qu'on avait les outils aussi. On a pu emprunter des outils, donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc le 4x4 c'est un Land Cruiser Prado de 97, voilà, donc moteur essence V6, 180 chevaux à peu près, donc vraiment très costaud, au top. Donc là pour commencer on a un frigo. Il faut savoir que sur le 4x4 on a une deuxième batterie, donc on a la batterie principale qui nous sert pour démarrer la voiture forcément, et une deuxième batterie où on branche tous nos accessoires électriques qu'on a besoin d'utiliser quand on roule pas. Donc là on a le frigo, là on a une lumière, voilà, donc ça c'est tout con, c'est une lumière, voilà, accrochée à une pince comme ça, et comme ça on peut l'accrocher n'importe où le soir avec une longueur de 3-4 mètres de câble. Donc nous ici on a un lit à l'intérieur. C'est vrai qu'on a longtemps hésité, donc roof tent ou faire un lit à l'intérieur. Du coup on a opté pour le lit à l'intérieur et on regrette pas du tout. J'ai failli perdre mon téléphone, le micro, hein, à l'improviste. Je pense que le lit à l'intérieur c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on voyage dans son 4x4 pendant 2 ans, parce qu'on est amené à dormir dedans des fois pendant 2, 3, 4 mois d'affilée. La roof tent, c'est vrai que c'est bien, il y a beaucoup plus de confort, je pense que c'est top, mais je pense que c'est bien quand on fait des petits road trips de 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, ou quand on habite quelque part et quand on part en week-end, etc. Mais quand on dort tous les jours d'affilée dans son 4x4, moi je pense que le lit c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez forcément être amené à dormir dans des villes, donc dans le 4x4, ça nous arrivait beaucoup de fois, voilà, donc on ferme les rideaux, on dort dedans, on est incognito. Si vous avez une roof tent, vous allez galérer. Quand il y a du vent, de la pluie, etc., même froid, on peut se mettre dans le 4x4, au moins on est à l'abri. Après c'est vraiment une question peut-être de goût, je sais pas, mais nous on regrette pas du tout. Le lit à l'intérieur, tout l'aménagement, je tiens à préciser, c'est nous qui avons tout fait de A à Z, ce que vous allez voir ici. Là on a des caisses de rangement sous le lit de vêtements, on en a une chacun, il y a tous nos vêtements qui rentrent dedans. Donc au moins les vêtements ils sont rangés là, ils sont pas au pif sur le lit ou dans notre backpack, sur le toit, dans des valises, etc. Là on a un petit rangement ici, rangement de nourriture. Ici on a la cuisine, donc nous on a fait une cuisine qui se tire et qui se rentre sous le 4x4 avec un pied ici, avec différents devis pour supporter la cuisine et différents trous pour mettre la cuisine de niveau, voilà. Nous on a fait la cuisine comme ça, c'est vrai que c'est top pour faire à manger, on a un bel espace de travail. Roman peut me cuisiner des petits plats. Super bon. Un cooker 3 feux, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un cooker comme ça, 3 feux ou 2 feux avec une bouteille de gaz, parce que déjà vous êtes autonome pendant plus d'1 mois, et en plus c'est toujours mieux d'avoir ça que de galérer à faire à manger sur un cooker avec les petites bouteilles de gaz Kmart, voilà. Et on en voit souvent qui galèrent comme ça, et quand vous avez 2 casseroles, etc., c'est la galère, donc ça c'est au top. On a même été amené à cuisiner
dans des fours au feu de bois, voilà, des pizzas ou même des gâteaux. Ici, bah, dans la cuisine, on a des tiroirs, les couverts, tous les ustensiles, les casseroles, etc. Ici, une autre petite caisse pour mettre toutes les épices. Ici, on a une petite planche de rangement donc au plafond. Ça fait ça d'épaisseur. Enfin de rangement, on peut ranger, donc on range nos cahiers, nos livres, etc. L'ordi de temps en temps. On a une petite planche qui se tire. Donc voilà, pour regarder des films mieux qu'au cinéma, voilà. Des films comme ici, vus sur la mer. Donc voilà, au top ça. Ici en électricité, on a 2 prises allume-cigare de chaque côté qui sont incrustées dans la voiture pour brancher nos téléphones la nuit, recharger les lampes. Là regardez, on recharge notre lampe ici, recharger la frontale. Ici on a une prise aussi. Donc pour le 240 volts, il faut savoir qu'on a un inverteur qui est sous un siège. L'inverteur, ça permet de transformer le courant du 12 volts en 240 volts. Donc là on a 2 prises ici pour recharger l'ordi quand on regarde les films par exemple. Après l'inverteur, c'est vrai qu'il faut mieux le faire marcher quand on roule parce que ça tire beaucoup sur la batterie. Sur le toit, on a 2 bidons de 30 litres d'eau potable. On a un tuyau ici qui est relié, voilà, on peut... Ah, il y a du vent, c'est froid, pardon. On peut servir de l'eau tranquille. Ça, c'est un gros désavantage, c'est que ça rajoute beaucoup de poids sur le roof rack, 60 kg du coup. Du coup, c'est pas top pour le roof rack. En plus, ça remonte le centre de gravité de la voiture. Donc quand vous faites du 4x4 en dévers ou dans les bosses, c'est pas top. En plus, on a 2 jerrycans d'essence, voilà. Donc faut savoir que dans le 4x4, on a un double réservoir d'essence. On a 150 litres dans la voiture, plus 40 litres sur le toit, du coup on a 200 litres d'essence en tout, 190 litres pour être autonome. On a un autre bidon de 10 litres d'eau qui est dedans dans la voiture, qui est fermé, c'est juste vraiment en cas de secours. Vraiment si on est perdu au milieu du désert et qu'on n'a plus d'eau. Et en plus on a un autre bidon de 10 litres d'eau qui est pareil dans la voiture, que ça on se sert, et 2-3 bouteilles à droite à gauche. Ici aussi on a mis une petite barre, c'est une tringle à rideau ça. On range le sopalin, le papier, le film plastique, les torchons, etc. Ici un super miroir Ikea. Bon, il a un peu pris tarif à force de faire du 4x4. On a une lumière derrière là-haut, pareil branchée sur la seconde batterie qui nous sert pour faire la cuisine. Le soir aussi, ou alors juste pour reculer quand il fait nuit et qu'on est dans des chemins en 4x4. On a un bidon de 10 litres d'eau, donc ça c'est de l'eau qui nous sert juste pour faire la vaisselle et se laver les mains ou quoi, c'est de l'eau pas potable, donc ça on s'en fiche de savoir où on la remplit. Alors que l'eau potable, bon pareil, on fait gaffe où on la remplit. On a un filtre aussi, vous pouvez acheter un petit filtre qui se branche et comme ça nous permet de remplir l'eau et de la filtrer. Ce qui est bien avec les bidons, j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut les remplir par en dessous, du coup c'est easy. Donc ça c'est juste pour faire la vaisselle comme je disais. Du coup on a plus d'une fois on a mis de l'eau des rivières hein. Là un sac pour ranger, on a les équipements de recovery, les sangles, le tuyau pour remplir les bidons justement. Ici une super invention, la meilleure douche de tous les temps. C'est un PVC de 100 mm qui fait toute la longueur du roof rack, il y a à peu près 20 litres d'eau dedans. Et il est relié à une petite pompe à eau sur le toit, voilà, pareil relié à la seconde batterie. Et du coup là on a un interrupteur au tableau de bord, paf, on met l'interrupteur en marche. Et après on prend juste le tuyau, on a juste à se doucher. C'est un peu froid, mais on a juste à se doucher comme à la maison, voilà. S'il y a suffisamment de soleil, ça chauffe vite et on peut avoir une douche assez chaude. La pelle, quand on est bloqué, pelle pareil, acheter une bonne pelle qui va vous servir dans le sable. On en voit souvent qui sont là avec des petites pelles dépliables de l'armée, voilà, qui font ça. Quand vous êtes embourbé dans le sable, qu'il y a du sable qui arrive jusqu'ici, vous êtes content d'avoir une pelle parce que comme ça avec les petites pelles vous allez galérer. Après ici aussi on a une super barre de traction pour faire du sport. Je fais ça. Voilà, le snorkel pareil que j'ai installé moi, ça on l'a acheté, vous pouvez en trouver sur eBay, donc après c'est pas non plus la grande qualité, je pense que ça dure pas dans le temps, mais nous ça fait bien 8-10 mois qu'on l'a, du coup nickel, pour traverser les rivières. Si vous voulez traverser des rivières avec de l'eau qui arrive jusqu'ici on va dire, installez un snorkel, sinon vous allez casser votre moteur. Ici le porte-canne avec les cannes à pêche pour prendre le repas quand on est fauché, les spotlights. De spotlight, une barre de LED, ça c'est hyper important. Essayez d'avoir des bonnes lumières en Australie parce qu'il y a beaucoup d'animaux la nuit. Même quand vous faites du 4x4, vous êtes content d'avoir les spotlights, surtout la barre de LED, ça éclaire vraiment bien. Le pare-buff, donc pareil, quasiment indispensable quand vous faites du 4x4 pour les arbres, etc. Et même les animaux, les kangourous, etc.
Pare-buffle au top. Nous on s'est pris plus d'une fois des kangourous. Heureusement qu'on avait pare-buffle. Le treuil, pareil, ça on l'a installé nous. Le treuil pour si vraiment on est coincé, on est en galère ou pour débloquer le... pour aider d'autres gens. Voilà, nous on s'en est servi une ou deux fois. Une guitare pour faire des solos le soir à côté du feu. Là on a les rampes, donc les tracks pour le sable. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal quand vous êtes bloqué aussi. Vous les mettez, vous dégagez le dessous des roues avec la pelle. Vous mettez les rampes et tranquillement vous pouvez sortir du sable. Ça pareil, quasiment indispensable. Le awnings, top pour avoir de l'ombre. Regardez, là on est à la plage, du soleil, on met le awnings, on a de l'ombre, on peut manger tranquille. Table, des chaises. Dans le 4x4 aussi on a une radio, la radio CB, donc pour parler entre les 4x4. Enfin entre les 4x4, entre les voitures, les camions, avec tout le monde, avec vos potes, si vous êtes à plusieurs. On a décidé d'enlever les sièges du 4x4 pour avoir plus de place, parce que Roman a beaucoup d'affaires. Donc voilà, décidé d'enlever les sièges, mais c'est vrai que d'avoir les sièges c'est pas mal pour prendre d'autres gens. Donc bon, nous on a décidé de les enlever juste pour avoir plus de place. Là on a quand même fait un système de banquette, donc en bois. Là, je peux vous montrer vite fait. Comme ça, avec un rangement pour les chaussures ici. Un tiroir de nourriture au-dessus. Voilà, qui se tire comme ça. Et donc en fait le lit peut se retirer et faire un dossier comme ça s'il est pliable. On s'en est pas servi beaucoup pour être honnête, mais bon au cas où on veut prendre des gens. Ici aussi on a des petits filets vraiment pratiques ça, pour mettre les sous-vêtements là-haut. Des petits filets qui font les côtés, ça on les a achetés à BCF il me semble. Là comme je vous disais le rangement tout à l'heure avec la planche pour l'ordi. Le ventilateur ici, quand il fait trop chaud, on brancher sur l'allume-cigare, sur la seconde batterie. Les rideaux, donc les rideaux tout simple, hein, on a tendu des ficelles. Essayez de faire un truc bien pour les rideaux, vous tendez des ficelles, 4 ficelles autour de la voiture avec des... Nous on a acheté des rideaux à Camart, on les a coupés et recousus. Du coup on a quasiment aucune lumière qui vient dans la voiture. Les moustiquaires aussi. Donc souvent les gens ce qu'ils mettent c'est qu'ils ont des chaussettes comme ça pour servir de moustiquaire. À la base c'est pour faire de l'ombre. Les moustiquaires comme ça c'est beaucoup mieux. Ça se vend en rouleau chez Bunnings. Et vous enlevez le joint de la portière. Vous mettez la moustiquaire comme ça dans le joint, vous la coincez dans le joint tout autour et après vous la coupez ce qui dépassait. Donc là vraiment au top, il y a beaucoup d'air qui passe, donc ça c'est top les moustiquaires comme ça. Aussi sur le roof rack, nous on a une caisse grise là-haut, on a un paddle gonflable dedans, puis 2-3 bordels, de l'huile, liquide de refroidissement, etc. On a un panneau solaire aussi pour recharger la batterie, la seconde batterie quand on roule pas. Par exemple là il est en marche. On a la plage et du soleil, la batterie se recharge. C'était la petite présentation du 4x4. Donc nous, comme je vous disais, après le Margaret River, donc après avoir aménagé le 4x4, on a fait tout le sud de l'Australie, jusqu'à Adélaïde, où là on a retravaillé dans une ferme d'alpaga. C'est vrai que nous on a décidé comme ça de travailler à des endroits différents en Australie, voir déjà différents boulots, et pour vraiment rester quelques temps dans chaque région d'Australie pour les explorer. Après vous pouvez tout simplement aussi travailler qu'une fois à un endroit, mettre de côté et après faire votre road trip autour de l'Australie. Nous on a décidé de faire comme ça, voilà. Ça c'est une question de goût. Après la ferme d'alpaga, on est reparti, on a fait le sud de l'Australie, la côte est jusqu'à Brisbane. Brisbane, on a fait un petit break, on est rentré en France pendant un petit mois, un mois et demi. Après on est revenu à Brisbane, on a repris le 4x4, on a fait toute la côte est, donc jusqu'à Cairns, on est monté jusqu'au Cap York, donc qui est le point le plus au nord de l'Australie. Donc c'est la pointe tout en haut. On a pris le All Graph Track, donc un track vraiment 4x4 et vraiment difficile, avec des gros crossings de rivière. Après on est reparti, donc on a descendu le Cap York, on a fait toute la Savannah Way jusqu'à Darwin. Darwin on est parti, on est redescendu sur Broome. À Broome on a retravaillé pas longtemps dans une ferme de watermelon pendant 10 jours. Juste pour remplir un peu le portefeuille. Et après on a fait toute la côte ouest. Là la côte ouest on a vraiment pris notre temps car c'est vraiment magnifique. On est redescendu, on a fini la boucle, redescendu. On n'est pas descendu jusqu'à Perth, jusqu'à Geraldton. Là on a retravaillé dans une station. Donc les stations c'est des grandes fermes d'élevage en général de vaches. Vraiment perdu dans l'outback, donc là c'était vraiment une expérience de ouf. Dans une station on était coupé du monde pendant 2 mois. Là c'était à côté de Carnarvon, enfin à côté à quand même 200 km mais pas très loin. Après on est reparti d'ici et on a décidé, vu qu'on n'était pas allé dans le centre de l'Australie, on a fait 2500 km à travers les terres. Donc là on a pris la Gun Barrel Highway, c'est une route. Il faut savoir qu'il y a la Great Central Road qui part vers Alice Springs. On a pris une route au-dessus où vraiment on est vraiment en autonomie à 300 km perdu au milieu de nulle part, il n'y a personne.
en autonomie. On a fait ça, on est allé jusqu'à Alice Springs. Après, une fois qu'on était à Alice Springs, on est redescendu au sud, on a retraversé le Null Arbor dans l'autre sens, et là on est actuellement vers Albany, à Banksia, pour ceux qui connaissent. Voilà, regardez, magnifique, on est tout seul sur la plage. Et après on va retourner vers Perth pour finir la boucle. On a fait quasiment 50 000 km autour de l'Australie. Je vous mets une petite carte là de l'Australie, regardez, de notre parcours. On a fait les 4 points cardinaux de l'Australie, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Il faut savoir que juste, petit regret, on n'a pas fait la Tasmanie encore. Et en tout cas, ce qui est de l'Australie, on a quasiment allé de partout. Endroits reculés, endroits pas reculés, villes, montagnes, etc. Donc maintenant, je parlais des points positifs qu'on a rencontrés. Donc déjà, l'aventure elle-même, c'est une aventure unique et très enrichissante. C'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans la vie. D'arriver comme ça dans un pays et faire le tour du pays en voiture, on se sent vraiment libre, on voyage, on va où on veut en fait. C'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est des milliers de rencontres, enfin peut-être plus des centaines quand même, que ce soit avec des autres backpackers ou alors des locaux. Voilà, on a rencontré des familles où on a bossé australiennes qui maintenant sont comme notre famille ici. On est toujours en contact avec eux. Des centaines de découvertes. Ça permet vraiment une ouverture d'esprit. Donc sur le monde, sur le fait de voyager, etc. Ça permet vraiment de grandir, d'apprendre à se débrouiller tout seul, puisqu'on arrive dans un pays où on a quasiment rien, pas de famille, pas forcément d'amis, voilà. Donc, on parle pas forcément très bien la langue, donc on apprend à se débrouiller tout seul avec ce qu'on a, on va chercher du boulot, on apprend à parler anglais, etc. Après l'Australie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui partent, donc c'est pas forcément si c'est dur. Mais bon, c'est pas comme si vous partez au milieu de l'Afrique, dans la jungle non plus. Une nouvelle mentalité, une nouvelle culture, une nouvelle histoire. Par exemple, je pense à l'histoire aborigène. Donc ça, les aborigènes ici, souvent les gens ils pensent, que c'est enfin ils pensent. On voit les aborigènes dans les rues, plein d'alcool, etc. à crier. Bon voilà, c'est pas non plus... ça reflète pas forcément bien leur culture, mais essayez vraiment de vous y intéresser. Quand vous allez dans les endroits reculés, essayez d'aller à leur contact. Nous on a rencontré plein qui nous ont accueillis, qui nous ont proposé d'aller pêcher avec eux, qui nous ont montré leur peinture, etc. Donc vraiment intéressez-vous à leur histoire parce qu'ils ont vraiment une histoire vraiment pas facile. Il faut savoir qu'ils étaient là avant tout le monde, hein. Puis de faire le tour de l'Australie, tous les jours en fait, tous les jours sont différents. Chaque jour on voit quelque chose de nouveau, il n'y a pas de routine. Un jour on conduit au milieu du désert, un coup sur une highway, on découvre des animaux différents tous les jours, des lieux différents, chaque jour on apprend quelque chose. Donc il n'y a aucune routine. Ça permet d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, aussi bien au niveau mécanique, aussi au niveau du travail, au niveau géographique, enfin toute compétence. Quand on dit que le voyage c'est l'école de la vie, eh ben, ça prend tout son sens quand on voyage, voilà. Ça c'est vrai pour l'Australie, mais pour n'importe où dans le monde, voilà. On apprend forcément plein de choses en voyageant. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux boulots qu'on ne ferait pas forcément chez nous, notamment par exemple dans les fermes, etc. Donc en parlant du boulot, voilà, c'est vrai qu'en Australie, ils laissent beaucoup plus la chance aux jeunes qu'en France. Vous pouvez faire un boulot que vous n'avez jamais fait de votre vie sans expérience et apprendre sur le tas. Alors qu'en France, souvent on demande de l'expérience, des diplômes, etc. Pour ça, l'Australie, c'est vraiment top. Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux sur le monde, de sortir de sa zone de confort, vraiment. Donc en France, on a sa petite famille, ses amis, son boulot, sa maison. Voilà, on a souvent peur de sortir de sa zone de confort. Et bien là, vous sortez et vous vous rendez compte qu'en fait, juste votre zone de confort, elle s'agrandit, c'est tout. Nous, ça nous a permis aussi de se rendre compte de ce qu'on avait en Australie, pas en France, mais aussi l'inverse, ce qu'on avait en France et ce qu'on n'aurait jamais en Australie. D'avoir un regard critique sur ça. L'avantage du 4x4, donc gros avantage pour nous, c'est qu'on peut aller où on veut, quand on veut. Voilà, on est libre. Après, c'est à vous aussi d'explorer les endroits reculés. Parce que si vous avez un 4x4 et que vous en faites pas, bon, ça sert à rien, mais on peut aller où on veut. Voilà, on a été amené à faire des kilomètres d'highway, des kilomètres de gravel road, on est monté sur des montagnes, on a dormi en haut des montagnes, dormi sur la plage, des kilomètres de plage, des kilomètres de traques de sable, de cailloux, des rochers. On a traversé des déserts, on a dormi seul au milieu de nulle part, comme je vous disais tout à l'heure, à 400 km à la ronde, il n'y avait personne, on était vraiment seuls, livrés à nous-mêmes. Donc vraiment gros avantage du 4x4. Et donc voilà, ça nous a permis vraiment de prendre du recul sur tout et vraiment d'apprécier les choses simples. Parce que là, on vit dans une voiture, là, on a la cuisine, on vit dehors. Le soir, un feu, etc. Faire cuire sa viande sur le feu.
en face de la mer, jouer de la guitare, voilà. Donc vraiment apprécier les choses simples et on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de d'avoir une belle voiture, etc. En France, on vous dit faire des études, trouver un boulot, une famille, acheter une maison, avoir son chien, etc. Cotiser pour la retraite et vivre votre vie comme ça. Mais quand on voyage, on se rend compte que voilà, c'est vraiment qu'on découvre vraiment autre chose. Il faut savoir qu'en Australie aussi, pour voyager, c'est vraiment facile, on va dire, parce que quand on vit dans sa voiture, nous on travaille on a travaillé un petit peu à droite à gauche comme je dis autour de l'Australie et on travaille pendant 1, 2, 3 mois en mode intensif. Par contre on travaille maximum d'heures qu'on peut, les week-ends on prend quasiment pas de jour off et après on peut voyager pendant 1, 2 mois tranquille. Je pense par exemple qu'on a travaillé dans la station, on a travaillé pendant 2 mois, on a pris qu'un seul day off, travailler et après on a été tranquille. Là on est tranquille pendant encore 2 mois si on veut, on peut voyager tranquille. Qu'après il faut savoir après que faire le tour d'Australie en 4x4, c'est pas non plus tout beau tout rose. Il y a forcément des difficultés qu'on rencontre. Donc voilà, nous, je vais vous dire quelques difficultés qu'on a rencontrées. Nous, on a été amenés à voyager avec des deadlines. Donc c'est-à-dire qu'on devait être à un certain endroit, à un certain moment, à une certaine date à cause du travail ou d'autres contraintes. Donc ça, c'est vraiment pas top. Parce que vous êtes obligé de toujours penser à ça et de voyager en se disant faut que je sois ici à telle date, etc. Donc vous prenez pas autant de temps, vous voyez pas autant de choses que si vous avez vraiment le temps. Donc voyager vraiment sans deadline, nous c'est ce qu'on a fait après quand on est parti de Brisbane, qu'on a fait tout le nord et la côte ouest. Là on était tranquille, on a vraiment pris notre temps et vraiment on le regrette pas. Car la côte ouest c'est magnifique. Vous aurez forcément des problèmes mécaniques, donc nous on en a eu plus d'un. Je pense notamment au Cape York, quand on a fait le Telegraph Track, on a eu un problème avec les suspensions arrière gauche, il y a le ressort d'amortisseur qui est sorti. Voilà, bon on s'est débrouillé comme on pouvait au milieu de nulle part, on n'avait pas de réseau, il n'y avait personne, on s'est débrouillé. On a eu des pneus crevés, des pneus éclatés. On a eu une fois un souci d'embrayage, on est resté pendant une semaine, bloqué dans un petit garagiste, une petite ville du Western Australia, c'est Halls Creek pour ceux qui connaissent. Voilà, on est resté bloqué là pendant une semaine dans le garage, à dormir dans le garage. Et on a même été amené à travailler pour le garagiste pour payer moins cher l'embrayage. Ça fait des souvenirs à raconter, hein. On a eu pas mal d'autres soucis mécaniques, notamment sur le train avant, les triangles, etc. Mais bon, vous en aurez, et ça forcément on apprend. Quand on a des problèmes mécaniques, forcément on apprend à les surpasser, à changer ses pièces, à les réparer et on grandit. Après aussi, on a rencontré un peu des soucis au nord, parce qu'il faut savoir qu'il y a la saison des pluies au nord de octobre à avril-mai on va dire. Donc le nord, faut le faire donc de mai à octobre, c'est la bonne période pour voyager dans le nord. Nous on a fait le nord en octobre-novembre, juste avant la saison des pluies. Donc il y avait quelques routes qui étaient fermées, quelques spots qui étaient fermés. Je pense notamment à la Gibb River Road, on l'a fait, mais les spots aux alentours de la Gibb River Road étaient fermés. Parce qu'en soi, la Gibb River Road, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une gravel road. Du coup on n'a pas pu faire les gorges à droite à gauche. Voilà, donc voyager bien en fonction des saisons. On n'a pas eu trop d'autres difficultés car on était vraiment bien préparé, bon équipement du 4x4, un bon 4x4 bien checké, etc. Donc on n'a pas eu trop de soucis. Mais forcément vous en aurez, il faut toujours se dire que vous apprendrez de vos problèmes, apprenez à gérer vos problèmes et à faire des points positifs et se dire toujours que vous grandirez forcément et que vous gagnerez de l'expérience qu'en ayant des problèmes. On en voit souvent qui ont aussi des problèmes de voiture, par exemple qui cassent des moteurs, qui ont des accidents, qui font des tonneaux, qui cassent leur voiture. Bon voilà, c'est vrai que c'est vraiment démoralisant. Il y en a qui sont prêts à rentrer en France parce qu'ils ont des problèmes de voiture. Donc mais vraiment découragez-vous pas et prenez les problèmes la tête haute en disant que vous allez réussir à les surmonter. Quelques points négatifs. Déjà en 4x4, c'est vrai qu'on est toujours dehors. Donc c'est pas comme dans un van ou un petit camion que vous pouvez cuisiner dedans, être au chaud dedans. Nous on est toujours dehors, donc quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, on est dehors, on fait à manger dehors, on mange dehors, etc. Donc voilà, c'est un point négatif. Je pense par exemple quand on a fait le mont Kosciuszko, donc qui est la plus haute montagne en Australie, on a dormi, il faisait vraiment froid. Quand on s'est réveillé le matin, l'eau sur le toit avait gelé, c'était de la glace. Donc ça caillait bien. Mais bon, c'est le seul point négatif du 4x4, on va dire. La place et que vous êtes tout le temps dehors. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de place dans le 4x4. Il faut vraiment, ce que je disais, avoir un bon équipement pour vraiment être bien fonctionnel. Un point négatif du 4x4, c'est une grosse consommation.
Surtout pour nous on a un moteur essence V6, voilà, c'est à peu près 15 litres au 100 minimum, donc 15 litres au 100 c'est sur les highways. Après quand on fait du 4x4 ça peut vite monter, surtout sur le sable. Voilà, mais en général pas trop points négatifs à noter. Nous on ne regrette vraiment pas d'avoir acheté un 4x4, car vraiment on va de partout, malgré le manque de place, etc., qui au final se fait pas trop ressentir. Vraiment pas trop de points négatifs. Donc après quelques conseils donc, par rapport à notre expérience. Donc déjà avant de venir en Australie, ou même quand vous y êtes, réfléchissez vraiment sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire le tour entier d'Australie, si vous voulez pas faire le tour entier, si vous préférez la ville, préférez aller à l'aventure. Le véhicule que vous voulez acheter, très important. Si vous voulez faire le tour de l'Australie dans votre voiture, comme je vous disais, dormir des mois d'affilée dedans, ou si vous préférez juste faire des petits road trips de 2-3 semaines à droite à gauche, parce que vous n'êtes pas trop aventure, voilà, chacun son truc. Vraiment réfléchir sur la voiture, un 4x4, un van. Donc là en 4x4, je parle vraiment d'un vrai 4x4, donc tout ce qui est Nissan X-Trail, Subaru Forester, Ford Escape, etc. C'est pas des 4x4, je vois toujours des annonces dans les groupes Facebook de gens qui les vendent, qui disent que 4x4, Nissan X-Trail, c'est pas des 4x4, c'est des all-wheel drive. C'est pas du tout pareil qu'un 4x4, vous n'avez pas la même garde au sol, c'est pas la même transmission, vous pourrez pas aller aux endroits où un 4x4 va, vous pourrez pas faire de franchissement, pas traverser des rivières. Ça sera bien si vous voulez faire de la gravel road, aller un peu sur des plages là où le sable n'est pas soft. Vous n'arriverez jamais à suivre un 4x4 avec un Nissan X-Trail, je vous le dis tout de suite. Donc réfléchissez bien, le 4x4 que vous voulez. Donc je vais vous dire quelques modèles de 4x4, quelques marques. En Australie, comme vous aurez pu le remarquer, c'est vraiment Toyota ou Nissan, avec les Patrol, Nissan Patrol donc au top, gros 4x4. Après il y a les Nissan Pathfinder aussi qui sont pas mal. Chez Toyota, il y a le Toyota et les Land Cruiser, série 80, série 100, voilà, HDJ 80. Donc ça c'est vraiment le top du top. Gros 4x4, voilà. Après il y a les Prado, chez Toyota, nous c'est ce qu'on a. Et je vous assure que le Prado c'est vraiment solide aussi. Enfin du moins pour ces séries-là, les séries 90. Vraiment solide. Après il y a les Pajero de Mitsubishi aussi. Là, je suis un peu moins j'aime pas trop. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes sur les Pajero, qui ont eu beaucoup eu de problèmes. À part sur les vieux modèles. Donc voilà, vraiment Toyota, Nissan, les Land Cruiser 80 séries, T-Series ou les Patrol. Donc ça c'est vraiment au top. Vous trouverez des pièces partout dans l'Australie. Vous irez dans une case, vous aurez au moins 10 Land Cruiser et 10 Patrol dans la case pour trouver des pièces. Après les Holden, il y a Holden aussi Jack Hero, bon ça c'est pas mal, mais pareil ça ressemble un peu au Pajero on va dire, même un peu moins bien et encore, je sais pas trop. Donc c'est pas non plus, ça vaut pas un Land Cruiser ou un Patrol ou un Prado. Vraiment les 4x4, réfléchissez à ce que vous voulez, et si vous voulez que vous savez que vous aimez l'aventure, aller dans les endroits isolés, monter des montagnes, etc. Que si vous allez voir un track 4x4, vous allez y aller sans souci. Achetez un bon 4x4, donc pour moi c'est un Land Cruiser ou Patrol. Après si Toyota aussi j'ai oublié, il y a les Hilux qui sont vraiment pas mal. Niveau 4x4, intéressez-vous bien donc sur les groupes Facebook, sur les forums, sur les revues techniques, regardez bien les différents modèles, les différents moteurs, surtout très important les moteurs. Diesel essence, c'est mieux un diesel en 4x4, beaucoup plus de couple. C'est mieux par exemple aussi pour traverser les rivières, etc. Il y a moins de problèmes liés à l'allumage qu'il y a sur les essences. Mais bon, l'essence aussi ça fait bien l'affaire. Regardez, nous on a un Prado essence, on a fait 50 000 km à travers l'Australie en prenant des milliers de kilomètres de track 4x4 et on a eu quelques soucis, mais bon, il est toujours là. Après les 4x4, boîte auto, boîte manuelle. Moi je préfère boîte manuelle car on a beaucoup plus de contrôle. J'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur le 4x4. C'est vrai que les boîtes auto c'est bien, vous êtes sûr de ne pas abîmer l'embrayage au moins. Enfin vous êtes sûr, vous avez beaucoup moins de chances de casser l'embrayage. Les boîtes manuelles, il faut faire gaffe, surtout si on est embourbé dans le sable, dans la boue, à vraiment pas flinguer l'embrayage. Car vous avez vite fait de le flinguer, surtout avec un essence. Donc faites attention à ça, apprenez à bien le gérer. Après, n'écoutez pas forcément ce que les gens pourront dire. Souvent les gens vont dire oh, achète, tu veux faire du 4x4, achète un gros Patrol, un gros Land Cruiser. Mais ça c'est vraiment à vous de le dire, je veux ça. Parce que on voit beaucoup des backpackers, il y en a au moins 80% des backpackers qui ont un Land Cruiser ou un Patrol. Ils n'ont jamais fait de 4x4, ils vont 3 fois sur des plages, ils vont sur la plage à Lucky Bay, ils font François Perron, et ils vont sur 3 gravel road, et après ils disent qu'ils ont fait du 4x4.
Et donc ça, vraiment, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'un gros Land Cruiser, vous allez consommer de ouf. Ça va être un gros 4x4. Si vous n'allez pas l'utiliser, ça sert à rien. C'est comme si vous achetez une paire de skis pour aller faire du hors-piste et que vous restez sur la piste. C'est exactement pareil. Voilà, pour ceux qui skient. Ce qui va vraiment jouer, en plus du 4x4, c'est l'équipement et les modifications que vous allez avoir sur le 4x4. Donc je vais faire une liste de petites modifications. Si vraiment vous voulez faire du 4x4, qui sont pour moi quasiment indispensables. Et quelques équipements aussi. Après, forcément, je pense que je vais en oublier. Donc déjà, sur un 4x4, c'est bien d'avoir qu'il soit rehaussé. En général 2 pouces ici. Le pare-buffle, quasiment aussi indispensable. Les pneus c'est très important pour le 4x4. Voilà, nous on a des BF Goodrich KO2, donc vraiment top. Il y a plusieurs marques, Hankook, Mickey Thompson, etc. BF Goodrich. Donc voilà, j'en ai dit 3, mais il y en a des milliers. Mais vraiment des bons pneus all-terrain ou mud-terrain si vous voulez faire que du 4x4. Mais vraiment les bons pneus c'est très important. Un compresseur car quand vous faites du 4x4 vous aurez tout le temps besoin de dégonfler les roues. Savoir un peu la pression des pneus à avoir en 4x4. Donc sur la highway nous on met 40 PSI à peu près. Vous pouvez aller un peu plus, vous ferez des économies en essence. Voilà. Regardez bien quand même sur votre pneu la pression maximum que vous pouvez avoir dedans. Quand vous faites des gravel road, moi j'enlève un peu de pression dans les pneus s'il y a beaucoup de corrugation. Pas si je vais faire une gravel road pendant 3 km, si je sais que je vais rouler sur une gravel road pendant 300-400 km avec des corrugations, parce que ça fait vraiment du bien aux suspensions, dégonfler un peu les pneus, donc je les mets à 30-35 PSI, ça dépend. Et après, si vous faites du track avec des pierres, vous pouvez le descendre. Et dans le sable, nous on met 18 PSI, en général ça dépend du sable, mais vous pouvez descendre à 12-10 PSI si vraiment le sable est soft. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Treuil, vraiment pas mal si vous êtes en galère, et pour sortir les autres aussi de la galère. Comme je disais, les LED, les spotlights pour bien voir. Une pelle pour le sable, 1 ou 2 pelles, comme je disais, des bonnes pelles, pas des petites pelles pliables comme ça de Playmobil. Des équipements avoir tous les équipements de recovery. Donc les snatch straps pour vous sortir si vous êtes en galère dans le sable. C'est des sangles un peu élastiques. Voilà, snatch strap. Le treuil, je l'ai dit. Les tracks pour le sable, les rampes que j'ai montré tout à l'heure. Ça au top, nous on s'en est servi pareil plus d'une fois. On était en galère, on met les rampes sous les pneus et on monte tranquille. Petit à petit on sort du sable. Plusieurs fois on s'est embourbé, heureusement qu'on avait la pelle ça. Parce que des fois on s'est embourbé, la marée était en train de monter, il y avait l'eau qui venait sous les roues. Voilà, on avait vraiment cru que le 4x4 allait prendre l'eau. Ayez pas mal d'outils, voilà, vous pouvez avoir des pièces de rechange, des connaissances en mécanique, c'est toujours bien d'en avoir. Il faut des points d'ancrage un peu à l'avant du 4x4 et à l'arrière. Vous pouvez accrocher des manilles si vous voulez, mais vraiment avoir des bons points d'ancrage pour vous sortir si vous êtes avec plusieurs voitures. Bien d'avoir des roues de secours, notamment 2, nous on en a qu'une, mais c'est vrai qu'ici souvent les gens en ont 2. C'est bien d'en avoir 2 car vous pouvez toujours crever 2 pneus. Donc si ça vous arrive au milieu du désert, c'est un peu con si vous en crevez 2 et que vous n'avez qu'un pneu de secours. Un kit de réparation pour les pneus crevés, voilà, avec des mèches à mettre dans les pneus. Une bombe anti-crevaison, vous pouvez avoir la radio CB dans le 4x4, donc ça c'est vraiment pas mal pour parler avec tous les 4x4. Il faut savoir qu'en Australie, quand vous roulez sur la route, vous mettez sur le canal 40 et tous les gens qui ont une radio se mettent sur le canal 40. Du coup, vous pouvez parler entre vous et avertir s'il y a des animaux sur la route, etc. Si vous voulez dépasser un road train, vous pouvez lui dire enfin, voilà la radio et parler entre 4x4, notamment quand vous allez dans les tracks 4x4. Il faut savoir que des fois les tracks 4x4 ils ont des canaux réservés à eux. J'ai une petite liste de fréquences de radio à utiliser en Australie, voilà. Équipez-vous bien et aménagez bien votre 4x4 car si vous vivez dedans pendant plusieurs mois, l'aménagement du 4x4 ça va vraiment jouer sur le moral. Nous on en voit souvent des backpackers qui ont des montagnes de vêtements ou de n'importe quoi sur le lit et quand ils ont besoin de dormir, ils prennent tous leurs trucs, ils les mettent à l'avant, etc. Ça leur prend 1 heure. Nous on a quasiment rien comme vous avez pu voir tout à l'heure, juste on se gare, en 5 minutes on est prêt à dormir. Donc voilà, ça va vraiment jouer sur le moral. Si c'est le bordel dans votre voiture que pour chercher un truc vous mettez 10 ans, ça va vite vous saouler et vous allez en avoir marre. Donc quand vous faites des petits road trips ça va, mais quand vous vivez dedans, faut bien que vous soyez bien équipé. Donc bon équipement et bien aménagé. Ça l'électricité, deuxième batterie, je vais expliquer un peu comment faire son installation électrique. Voilà, donc il faut savoir sur le 4x4, sur les voitures, les vannes, c'est tout pareil, il y a une seule batterie pour démarrer le moteur. On met une installation électrique indépendante pour avoir l'électricité tout le temps, comme dans les camping-cars et les caravanes en fin de compte.
Donc il faut installer une deuxième batterie. En général, c'est mieux d'installer une batterie Deep Cycle, donc à décharge profonde. Voilà, il y a des batteries AGM après qui coûtent plus cher encore, c'est encore mieux. En fait, il y a des petits des isolateurs, vous pouvez en trouver à super cheap. Nous, regardez, on a un isolateur de super cheap. Bon, on l'a acheté au début, mais si c'était à refaire, j'achèterais pas ça. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on le change, il a grillé. Une deuxième fois en 1 an et demi. Donc en fait, vous mettez un isolateur entre les deux batteries. Comme ça, votre deuxième batterie, elle peut se recharger quand le moteur tourne. Et quand vous l'utilisez, l'isolateur, il s'occupe de couper les batteries pour utiliser que la secondaire et pas la batterie principale. Après de votre batterie, vous avez à brancher tous vos équipements, donc le frigo, les lumières, les allumes-cigares, l'inverteur. Pensez bien à mettre des fusibles, il y a des petites boîtes à fusibles que vous reliez la batterie à la boîte aux fusibles et vous branchez tous vos équipements dessus. Avoir des fusibles, car si vous avez une surtension, vos câbles ils vont cramer, et ça peut cramer votre voiture. Si les fusibles ils servent à protéger vos équipements, donc votre frigo, etc. L'inverteur, donc pareil, branché sur la seconde batterie pour transformer le courant 12 volts en 240 volts. L'inverteur, essayez de l'utiliser quand même quand vous roulez parce que ça tire beaucoup sur la batterie, donc vous allez vite vider votre batterie avec. Et après, vous pouvez avoir aussi des panneaux solaires en plus pour recharger la deuxième batterie quand vous roulez pas. Souvent, il y en a qui ont des panneaux solaires dépliables, voilà, vous pouvez les déplier. Les brancher à la batterie. Nous on a mis un panneau solaire sur le toit. Voilà, si vous voulez un lit, une roof tent, réfléchissez bien aux avantages, aux inconvénients des deux. Donc voilà, aussi au niveau de l'électricité, il y a des lumières, très important les lumières en Australie, il fait nuit tôt souvent. La cuisine, voir comment vous faites, une cuisine qui se tire, moi je trouve ça top. Il y a vraiment un 4x4 fonctionnel avec de l'espace. Donc voilà, pour vous équiper, je vais vous donner quelques noms de magasins où vous pouvez acheter des équipements pour le 4x4. Pour commencer, il y a Super Cheap Auto, Repco. Super Cheap Auto, donc pour un peu tous les équipements, les pièces. J'y allais pas mal au début, mais à ce niveau qualité, c'est pas ouf non plus. Repco, vraiment au top pour les pièces auto, ils ont quasiment tout. Après, vous avez 4Wheel Drive Super Center, donc pas mal d'équipements 4x4. Autobarn, pas mal d'équipements voiture aussi. BCF pour tout ce qui est par exemple frigo, après c'est neuf, mais il y a aussi pas mal d'équipements 4x4, BCF, Anaconda, c'est des magasins de camping. Après tous les magasins spécialisés en 4x4, genre TJM, ARB, etc. Là ça sera bien plus cher, mais ça sera après de la meilleure qualité, mais ça sera bien plus cher. Après Bunnings, ça sera mon meilleur ami en Australie pour tout ce qui est bois, outils, etc. Donc Bunnings. Donc aussi pour les équipements, vous pouvez regarder sur Gumtree et Marketplace. Voilà, vous pouvez trouver des trucs vraiment bien et pas chers. C'est l'équivalent de Le Bon Coin chez nous, Gumtree. Et ils utilisent beaucoup Marketplace, Facebook ici. Le frigo, nous on l'a acheté sur Gumtree par exemple. Et le 4x4, on l'a acheté sur Marketplace. Après il y a Jcar aussi. Jcar pas mal pour tout ce qui est électrique. Vraiment au top. Panneaux solaires, équipement de seconde batterie, etc. Après pour les batteries, pareil, les magasins que j'ai dit avant. Il y a Battery World aussi. Si vous faites du 4x4, vraiment... bien s'équiper, donc comme j'ai un peu pu l'expliquer tout à l'heure, pour faire des tracks 4x4, donc je parle vraiment des tracks 4x4, je parle pas des spots 4x4 où vous faites 10 km à côté de la highway de temps en temps. Voilà, je parle des tracks 4x4 qui font plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, par exemple la Canning Stock Route, le Old Telegraph Track, la Gun Barrel Highway, le Beans Track, la traversée du Simpson Desert par la French Line. Voilà, il y a beaucoup de tracks en Australie, c'est parce qu'il manque. Quand vous faites des tracks 4x4, donc vous allez rester dans les tracks pendant 2, 3, 4 jours, vraiment tout seul, coupé du monde, équipez-vous vraiment bien, surtout si vous êtes tout seul, parce que si vous avez un problème, ça peut être fatal. Ayez beaucoup d'eau. Nous, on a quasiment 100 litres d'eau. Faites des réserves d'eau, pas tout dans le même bidon, parce que si vous avez une fuite, vous allez perdre toute votre eau. Ayez des réserves dans la voiture, beaucoup de nourriture. Si vous partez en autonomie, avertissez des amis, vos familles, en leur disant votre itinéraire prévu, à quelle date vous partez, à quelle date vous pensez arriver, et que s'ils n'ont pas de nouvelles avant une semaine, 10 jours, qui commencent à s'inquiéter, prévenez toujours des gens, partez pas tout seul. Enfin, partez pas sans prévenir les gens. Vous pouvez acheter aussi des téléphones satellites. Bon, ça coûte cher, faut payer un abonnement tous les mois. Sinon il y a un bon compromis, nous c'est ce qu'on a, je peux vous montrer, c'est les personal locators. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai mis du scotch pour être sûr de pas l'activer, et parce que l'antenne elle faisait que se déplier. Ça fonctionne par satellite et en fait c'est juste un boîtier en fait avec un seul bouton qu'on presse si on a besoin d'aide. On s'enregistre sur internet, on a juste à mettre notre trajet où on va aller, etc.
le type de 4x4, la couleur du 4x4 pour qu'on puisse le repérer en hélicoptère, en avion, etc. Et si on a un problème, on presse le bouton, ça marche par satellite, pas besoin de réseau, ça marche partout sur Terre, c'est garanti 7 ans. Et du coup, vous pouvez, vraiment ça rassure d'avoir ça. Si vous avez un problème, vous avez juste à l'activer, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va venir vous secourir. Voilà, donc le Personal Locator, vraiment pas mal. Nous, on l'a acheté à BCF. Après, il y en a, je pense, un peu dans d'autres magasins de camping. Mais nous, BCF, voilà, au top. Quand vous voulez partir, renseignez-vous bien sur les tracks 4x4, sur les difficultés. Allez dans les Information Centers, donc les centres d'information. Demandez à des locaux, demandez dans les police stations. Vous pouvez demander des conseils dans les police stations. Comment sont les routes. Checkez bien la météo, regardez sur Internet. Par contre, sur Internet, si vous regardez dans les forums ou les groupes, il y en a aussi des fois qui disent n'importe quoi. Donc bon, regardez sur des sites fiables. Je peux vous donner une petite liste d'applications et de sites où vous pouvez regarder pour les tracks 4x4 et aussi des applications qui marchent partout en Australie que nous on utilise tous les jours. Emma Explorer, ça c'est vrai pour 4x4. On va avoir Emma Explorer, donc elle est payante, coûte un peu cher mais bon c'est vraiment pas mal. Il y a tous les tracks 4x4, il y a aussi un site internet, il donne vraiment des détails sur tous les tracks 4x4, sur ce que vous devez savoir, etc., ce qu'il faut avoir. Pareil dans le même style il y a Explore Oz, c'est un site internet vraiment au top aussi, avec une partie forum où les gens laissent des commentaires. Donc sur les tracks 4x4, vraiment au top. Maps.me, donc vous pouvez télécharger la carte de l'Australie et avoir toutes les cartes en offline. Bon, c'est pas non plus un super GPS, mais ça fait bien l'affaire. Après Wikicamp, Wikicamp nous l'utilise au moins 10 fois par jour. Ça coûte 5 $, mais bon, l'application elle est rentabilisée en une nuit ou 2 nuits. Au lieu d'aller dormir dans un truc payant ou dormir dans un truc gratuit, vous prendre une amende, vous regardez sur Wikicamp, les commentaires, etc., vous trouvez des spots. Wikicamp au top, il y a même toutes les choses à voir en Australie. Trouver des douches, etc. Donc Wikicamp, Campermate, un peu dans le même style, j'ai jamais essayé. Après Google Maps, c'est utilisé en satellite. Vous pouvez voir les tracks 4x4 si vous avez du réseau. Aussi, vous pouvez voir où c'est qu'il y a des tracks 4x4 qui ne sont pas forcément marqués sur les cartes. Fuel Map, aussi une application très bien pour avoir toutes les stations essence en Australie, de gaz, etc. Avec les prix en temps réel normalement. Nous on utilise après pour la météo Willy Weather, vraiment top aussi. Vous avez toutes les conditions météorologiques, donc même de surf, les marées, etc. Donc vraiment top. Et après, ce qui marche aussi vraiment bien pour le 4x4, c'est vraiment, comme je vous disais, demander à des locaux. Si vous voyez un mec avec un 4x4 qui fait du off-road, allez lui demander. Les police stations, voilà, les stations de ranger aussi, pour avoir un maximum d'informations et informer-les que vous allez dans le track. Au moins, si jamais ils sont amenés à vous rechercher, ils sauront où vous êtes allé. Si vous pouvez être 2 véhicules, c'est toujours mieux pour s'entraider d'avoir 2 véhicules. Et s'il y en a un qui tombe en panne, au moins il y a un deuxième véhicule. Quand vous faites des tracks 4x4, donc déjà si vous vous sentez vraiment pas d'y aller, allez-y pas. Quand vous aventurez dans un chemin, un track 4x4, pensez toujours que si jamais le chemin est bloqué, qu'il faut revenir dans l'autre sens. Donc si vous avez des grandes montées en sable, etc., regardez bien si vous avez un treuil, s'il y a des arbres pour accrocher le treuil, etc., des rochers, si vous pourrez remonter. Si vous ne pourrez pas remonter, essayez de voir si vous pourrez quand même passer, parce que si le chemin est bouché, il va falloir revenir dans l'autre sens. Ça, c'est à vous aussi d'aller dans les chemins 4x4 pour trouver un spot pour dormir ou même passer une après-midi, etc. N'hésitez pas, dès que vous voyez un chemin, allez-y, hein. Toujours en faisant attention, mais allez-y. C'est comme ça qu'on découvre les meilleures choses. Vous passez sur des zones de franchissement, allez bien repérer à pied, ça c'est très important. N'allez pas la tête baissée comme ça à fond, vous allez casser votre voiture. Bien aller repérer à pied, repérer où vous allez passer, mettre les roues, etc. Allez-y doucement, calmement, il ne faut vraiment pas aller vite. Pour la voiture, faites tout au couple, à jouer avec l'embrayage, allez-y calmement, ça va passer. Les crossings de rivière, passez à pied, voir la profondeur, s'il n'y a pas de crocodile bien sûr. Allez pas voir la profondeur s'il y a des crocodiles parce que vous allez rester au fond de la rivière. Et quand vous passez des crossings, donc déjà un snorkel, vous pouvez mettre une bâche aussi sur le devant de la voiture pour l'eau. Et vraiment, allez-y doucement, gardez une allure constante, rentrez pas dans l'eau à fond, vous allez tout casser le radiateur et le ventilateur. Calmement, vous faites une vague sur le côté, vous gardez une allure constante, calme, et ça va passer crème. Voilà, après aussi avoir roulé dans les tracks, notamment à côté de la plage, avoir fait des passages dans l'eau de mer. Pensez à bien nettoyer le dessous de la voiture avec un jet d'eau, voilà, d'eau douce bien sûr. Parce que le sel c'est vraiment très corrosif. Donc pensez bien à vous mettre sous la voiture, à nettoyer tout le 4x4 dessous au Karcher ou au jet d'eau. Voilà, et si vous avez un problème en milieu isolé,
sur un track n'importe où dans le désert, restez toujours dans votre voiture, commencez pas à dire je vais marcher, trouver de l'aide, vous allez marcher 1 heure sous 50 degrés, vous allez mourir. Donc restez dans votre voiture à attendre les gens, à attendre les secours, très important. Et vraiment apprenez à bien gérer votre 4x4, les petites vitesses, les grandes vitesses, le différentiel, rouler dans le sable, les rivières, etc., les rochers, jouer avec l'embrayage si c'est pas une boîte auto. Renseignez-vous bien, ça c'est de manière générale, pas que basé sur le 4x4, mais renseignez-vous bien sur tout ce qu'il y a à faire, ratez rien, on n'est là qu'une seule fois. Les groupes Facebook, n'importe quoi, Internet comme je vous disais tout à l'heure, les cartes. Parce que si vous ratez des choses, vous allez peut-être le regretter après. Souvent quand on se dit oh, on ne sait pas si on va là-bas, on essaie d'y aller quand même parce qu'on est là qu'une fois. Sinon on va rater et on aura peut-être des regrets après. N'hésitez pas à aller trouver des trucs déserts. Vous allez faire un track 4x4 pendant 10-20 km, vous allez trouver une plage magnifique déserte, sans personne. Voilà, je pense à Lucky Bay par exemple, c'est beaucoup touristique. Mais si vous allez après Lucky Bay, il y a plein de plages où vous pouvez aller où il n'y a personne, qui sont tout aussi jolies, sans personne. Donc allez essayer de faire ce que les autres font pas. Nous c'est ce qu'on essaye de faire. Pas avoir peur des kilomètres, surtout en Australie, on est souvent amené à conduire 5, 600, 700, 800 km par jour, des fois. Pas peur des kilomètres et de l'isolement, se retrouver au milieu de nulle part. Aussi, limitez-vous pas à 3 villes en Australie. Souvent les gens, on voit sur les groupes Facebook, ils parlent de Melbourne, Sydney, Brisbane. Voilà, l'Australie c'est pas 3 villes, hein, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus grand. C'est pour ça que je pense que pour découvrir l'Australie, le meilleur moyen c'est d'acheter un 4x4 et d'aller dans des endroits vraiment reculés, vraiment de partout. Essayez d'aller aussi bien dans les grandes villes, allez-y, mais essayez bien aussi d'aller dans les endroits reculés. Parce que c'est pas en restant dans les grandes villes que vous allez avoir une vraie expérience de l'Australie. Voilà. Conseil par rapport au boulot, donc pour trouver un boulot, nous on utilise beaucoup Gumtree, aussi bien pour chercher des annonces et penser à poster une annonce, parce que des fois les gens ils recherchent juste des backpackers qui postent des annonces, vous dites que vous êtes prêt à venir bosser, postez des annonces sur Gumtree. Les groupes Facebook ça marche pas mal aussi, de fermes, etc. Sinon, ce qui marche vraiment hyper bien aussi, c'est d'aller toquer aux portes. Vous y allez direct, vous levez le matin, vous allez toquer aux portes, vous dites vous pouvez attaquer tout de suite. Voilà. Essayez d'éviter tout ce qui est picking, payer au rendement, etc. C'est vrai que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de backpackers, etc. Vous allez rencontrer du monde, mais nous en 1 an et demi en Australie, on n'a jamais fait de picking. On a fait 5 boulots différents et jamais fait de picking. Voilà, toujours des expériences dans l'outback, avec des familles australiennes, des fermes familiales, d'élevage ou de... Voilà, donc évitez le picking. Enfin, après c'est un conseil que je peux vous donner. Vous pouvez des fois très bien gagner dans le picking, mais bon, pour moi c'est pas non plus une super expérience. Après c'est vrai que dans les fermes souvent ils recherchent des gens qui ont un peu des compétences, par exemple en conducteur tracteur, en construction, etc. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de vous vendre et vous pourrez toujours trouver, même si sans expérience. Et si vous ne trouvez pas de boulot, découragez-vous pas, persévérez. Si vous êtes motivé, ça va aller. Juste sortez-vous les doigts du... Voilà. Et bougez-vous, ça va le faire. Après sur l'achat de véhicules, quelques conseils. C'est vrai qu'on dit que c'est beaucoup mieux d'acheter dans Western Australia, c'est vrai parce que la Rego c'est beaucoup plus facile à renouveler, vous pouvez la renouveler partout dans l'Australie et vous pourrez le revendre plus facilement dans l'Australie, mais attention, il n'y a pas de contrôle technique, donc checkez bien votre voiture. Je peux vous dire quelques petites choses à regarder quand vous achetez une voiture, mais bon, je vais pas non plus tout dire et je pense que je vais oublier pas mal de choses. Sur les 4x4, en général, on fait faire les services tous les 10 000 km, même sur les autres, mais nous on fait tous les entre 7 et 10 000, donc les services, on change le filtre à huile, l'huile moteur, etc. On change les filtres récemment, ça c'est des choses que vous pouvez demander quand vous achetez la voiture. Demandez les factures, demandez comment les mecs prenaient soin de la voiture. N'hésitez pas aussi quand vous achetez votre 4x4, votre voiture, surtout pour les 4x4, à demander les vidanges du pont avant, du pont arrière, de la boîte de transfert, de la boîte de vitesse, vraiment très important. Donc repérez déjà si vous avez des fuites dans le moteur, des fuites d'huile sous la voiture, regardez le niveau d'huile avant après avoir essayé la voiture, le liquide de refroidissement, vous ouvrez le radiateur, vous regardez, à part si c'est vraiment chaud, sinon vous allez vous en prendre plein la gueule. N'hésitez pas à vous mettre sous la voiture, regardez les fuites, etc. Sur les 4x4, regardez bien les suspensions, n'hésitez pas à secouer le 4x4, regardez comment il réagit, même quand vous l'essayez, car les suspensions elles prennent vraiment cher ici. Et ainsi que tout ce qui est roulement, etc. Donc regardez bien tout ça, regardez tout, mettez-vous dessous, regardez tous les jeux qu'il peut y avoir dans les triangles, voilà, là où il y a des cils en bloc à chaque fois. Testez bien l'embrayage aussi, si c'est une boîte manuelle, regardez bien si l'embrayage patine pas. Vous vous mettez à l'arrêt, vous mettez la troisième, vous essayez de démarrer, normalement la voiture doit caler. Regardez la direction, s'il y a du jeu dans la direction, et demandez vraiment l'utilisation, etc. Souvent on dit que c'est mieux d'acheter un local.
Bon, en règle générale, on va dire que c'est vrai, mais faut pas non plus faire une généralité. Vous pouvez acheter à des backpackers qui prennent très soin de leur voiture, à des mécanos ou quoi, vous aurez aucun souci. Nous, je sais que la voiture, on en prend soin comme si c'était notre fils. Et donc les prochains backpackers qui vont l'acheter, ils auront aucun souci avec, je le garantis. N'hésitez pas, si vous y connaissez pas en mécanique, à aller faire des checks avec quelqu'un. Et un truc sur les 4x4, les kilomètres ici, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est vrai qu'en France on n'a pas trop l'habitude, mais quand on vient on dit oh, voiture plus de 300 000 km, oh là ça fait beaucoup. Les 4x4 ici, surtout les Land Cruiser, les Patrol, même les Prado, vous pouvez les pousser à 600 000 km si vous faites l'entretien régulièrement. Voilà. Et des 4x4, des fois, si vous allez dans les fermes en Australie, vous regarderez, ils ont 600, 700 000 bornes, les Land Cruiser. Ils marchent toujours, ils tournent comme une horloge, voilà. C'est mieux que des tracteurs. Et il y a une assurance, nous on est chez RSI, voilà, c'est celle qui couvre quasiment le mieux en Australie. Il y a AMI aussi qui est pas mal et il y en a d'autres. Mais voilà, une assurance, et surtout avec la Roadside Assistance. Donc la Roadside, c'est pour venir vous dépanner si vous avez un problème. Nous on s'en est servi une fois de la Roadside. En Australie, attention la nuit, quand vous roulez la nuit et au coucher de soleil, aux animaux. Surtout les kangourous, ils sont pas très intelligents, et dès qu'ils voient des phares, ils sautent dedans. Et donc c'est pour ça le pare-buffle, nous on en a tapé plus d'un, heureusement qu'on avait le pare-buffle. Kangourous, aux dingos, aux émus, aux dromadaires, aux chiens sauvages, à tout. Faites attention aux animaux. Si vous conduisez la nuit et que vous voyez un animal, c'est comme chez nous, hein, avec les sangliers ou quoi, mettez pas de coup de volant. Vous gardez le volant droit, vous essayez de freiner en ligne droite, mettez pas un coup de volant à droite à gauche parce que vous allez partir dans le décor et le kangourou sera peut-être pas mort, mais vous serez peut-être mort. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire si vous roulez la nuit. Si vous voyez un retrain, vous pouvez le suivre. Au moins, s'il voit des kangourous, des vaches aussi, les vaches, attention, les vaches c'est très dangereux, les chèvres aussi, et ben c'est lui qui les tapera. Voilà, aussi en Australie, faites attention à des animaux dangereux, mais bon, souvent les gens exagèrent. Bon, forcément, il y a les serpents, les requins, les araignées, les méduses, etc. Mais croyez-moi, il n'y a aucun animal qui veut vous tuer, à part le crocodile, justement. Faites attention si vous allez à côté des rivières. Le crocodile, il voudra vous tuer pour vous manger, mais à part lui, il n'y a aucun animal qui vous tuera volontairement. Même les requins, ils attaquent les humains parce qu'ils les confondent avec d'autres animaux. Les serpents, pareil, c'est dangereux, mais les serpents, ils vous entendent et ils partent vite à l'opposé d'où vous êtes. Vous allez découvrir plein d'animaux. Donc pas forcément que des animaux dangereux, mais plein d'animaux, donc que ce soit dans les océans, pas sur la terre. N'hésitez pas à aller les voir dans leur milieu naturel et pas faire tout ce qui est zoo, sanctuary, parce que souvent on se dit oh c'est des sanctuaires, c'est bien, etc. Ça dépend, c'est pas non plus sensationnel. Par exemple, je pense aux câlins, ceux qui font faire des câlins aux koalas. Les koalas, ils aiment pas faire des câlins. Allez les voir dans leur milieu naturel. Ou ceux qui font les requins en cage à Port Lincoln, allez passer vos diplômes de plongée, allez voir les requins. Ou même en snorkeling, vous pouvez en voir. Pareil, les balades de chameaux, allez dans le désert, vous verrez des chameaux. Enfin, c'est pareil pour tous les animaux. Essayez d'aller les voir en milieu naturel. Et pas aller dans tous ces trucs, les zoos, etc. Ici, vous conduisez dans le bush, vous allez voir des milliers d'animaux. Après, il y a quand même des sanctuaires bien. Par exemple, je pense à sanctuaire de kangourous voilà, à Kununurra. Vous pouvez aller voir, c'est une dame qui fait ça. Vous pouvez aller l'aider. Elle récupère les kangourous qui se sont fait taper sur la route et elle prend soin d'eux. Et pareil, par exemple, je pense aussi à l'hôpital des koalas à Port Macquarie. Vraiment top. Autre chose que j'ai oublié de dire, quand vous tapez un kangourou, n'hésitez pas à vous arrêter et aller le regarder déjà s'il est toujours en vie et aller regarder dans sa poche parce que des fois vous tapez les kangourous et il y a encore les petits dans la poche, ils sont encore en vie donc après vous le prenez, occupez-vous-en et amenez-le à un vétérinaire ou un sanctuaire. Après voyager sans deadline, vraiment profitez et laissez-vous aller, essayez de ne pas vous mettre de contraintes. C'est vraiment une expérience extraordinaire, vous allez découvrir des tas de choses. Le temps passe vraiment vite, nous ça fait 1 an et demi qu'on est là, c'est passé hyper vite. Ici c'est des paysages à couper le souffle. Il faut vraiment apprendre à vivre à l'australienne, c'est-à-dire vivre tranquille, voilà. Vivre tranquille, surfer, etc. Profitez un maximum. Vous allez découvrir plein de choses. Et si tout se passe bien, vous verrez, vous n'aurez pas envie de rentrer en France. Parce que c'est vrai que la vie en Australie est, on va dire, beaucoup plus simple qu'en France. Après, j'ai pas envie de cracher sur la France, mais c'est vrai qu'ici, il faut être honnête. Il y a certaines choses beaucoup plus simples, du moins quand on est en working holiday. Après, quand on y habite, je sais pas. Mais voilà, écoutez que vous, lancez-vous. Allez au bout de vos rêves et surtout vous le regrettez pas, vous verrez, c'est une expérience extraordinaire de faire le tour d'Australie en 4x4. Voilà, c'est comme je vous disais, des trucs que vous faites qu'une fois dans votre vie, vous aurez des choses à raconter à vos enfants. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire avant de partir qu'est-ce que tu vas aller faire en Australie, il fait chaud, en Australie ça sera des choses que tu peux pas faire en France, essaie de trouver un métier, si tu as un CDI, garde-le, etc.
Écoutez que vous, si vous voulez partir, prenez un billet, prenez votre visa et allez-y. Arrêtez d'écouter les gens, vous verrez, ça se passera bien et vous allez acquérir beaucoup plus d'expérience que si vous restez en France. Et vous allez changer votre façon de penser. Pareil, si vous en France vous avez un CDI, un crédit, une maison, etc. C'est pas parce qu'on a ça qu'on peut pas partir. Nous on a rencontré beaucoup de gens qui avaient des maisons, des CDI, des crédits, ils sont très bien partis. Voilà, ils sont ici en Australie comme nous, donc faut savoir qu'il n'y a aucun obstacle qui vous empêche de partir. Le plus grand obstacle c'est vous, ça sera dans votre tête. Si vous avez envie, que vous donnez les moyens, vous y arriverez et ça se passera bien. On a la chance de pouvoir faire des working holidays, surtout en Australie, mais partout dans le monde aussi facilement. On a la chance de pouvoir réserver des billets d'avion limite la veille pour le lendemain sur son téléphone, voilà, donc pourquoi pas saisir cette chance et aller voir un peu comment ça se passe dans le monde ailleurs. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter un maximum et essayer de vivre à fond. C'est pas quand vous aurez 60 ans quoi que si, vous pouvez le faire, mais bon, vous êtes jeune, en bonne santé, allez-y, partez et vous verrez, ça va bien se passer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave. Si vous partez, vous faites le tour d'Australie en 4x4 comme nous, c'est vraiment une expérience de ouf et vous verrez après, vous aurez envie de faire pareil dans le monde. Nous maintenant, on a envie d'acheter un 4x4 ici, de l'équiper et de partir faire le tour du monde avec, voilà. On a rencontré des gens qui ont fait le tour du monde en 4x4 et qui étaient en Australie actuellement. Ça nous a donné envie. Donc voilà, n'hésitez pas à partir, vous allez kiffer. Ciao, ciao!